Bonjour et bienvenue sur Eurasie. À 6 jours du premier tour des élections législatives, nous recevons Romain Billard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat Les Républicains dans la quatrième circonscription du Rhône. Je vous laisse en introduction vous présenter brièvement. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc, Romain Billard, j'ai 34 ans. Je suis candidat sur la quatrième circonscription du Rhône, donc, qui comprend le 6e arrondissement, tout ce qui est le 3e arrondissement est de la Pardieu, donc tout ce qui est Villette-Paulbert, Sans Souci, Montchat, et une partie du 8e arrondissement, Laennec, Mermoz, Transvaal. Donc, pour vous expliquer géographiquement. Donc 34 ans, je suis engagé en politique depuis l'âge de 20 ans, au sein de l'UMP, puis maintenant des Républicains. Je suis élu conseiller municipal depuis 2020 à la mairie centrale. Je suis conseiller d'arrondissement dans le 6e, où je m'occupe de tout ce qui est question de patrimoine et de logement. Euh, En parallèle, j'ai une activité professionnelle dans l'immobilier. Je travaille depuis 10 ans. Euh, voilà, je suis passionné notamment des questions d'urbanisme, patrimoine, logement et habitat par le biais de ma profession. J'ai grandi dans cette circonscription, notamment j'ai grandi à Montchat, jusqu'à l'âge de 16 ans, et puis après, je suis venu dans le 6e où je travaille et je vis actuellement. D'accord, merci. Vous vous présentez dans une circonscription dans laquelle la droite républicaine a longtemps eu ses bastions. Mais en 2017, c'est la majorité présidentielle, la majorité sortante maintenant, qui a gagné avec Anne Brunera, qui se représente donc et qui est la favorite dans votre circonscription sans doute. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette hypothèse? Oui, bah, c'est vrai qu'il y a toujours la prime au sortant. Après, c'est vrai que cette quatrième circonscription, elle a une histoire qui est très intime avec ma famille politique, avec la droite, puisque elle a toujours été de cette couleur politique, en effet, jusqu'en 2017, avec des personnes comme Raymond Barre, hein, ancien maire Ouais, de évidemment. Lyon, Dominique Perben, Dominique Nachery, Christian Philippe. Et donc, j'espère faire revenir cette circonscription dans le bastion de la droite républicaine. Anne Bruniera, en effet, a été élue en 2017 avec l'étiquette Macron, puisqu'on l'avait battue en 2012 quand elle avait l'étiquette PS, et elle s'est fait élire en 2017 avec, comme beaucoup de députés à ce moment-là, avec le visage d'Emmanuel Macron. Là, je pense que les cartes sont totalement rebattues. On voit que les chiffres sont finalement assez serrés aux européennes et que tout est possible pour dimanche. On a une très bonne base avec le 6e arrondissement qui est un arrondissement dirigé par la droite, où il y a une équipe d'élus qui fait le boulot depuis plusieurs mandats. Et puis un 3e arrondissement où on a quand même aussi une présence et des attaches. Donc je pense que tout est jouable et on compte faire la surprise dimanche. Donc poussé par un ancrage local. Donc. Euh, Est-ce qu'il y a eu des négociations avec la majorité euh, pour présenter un candidat unique? Alors non, en effet, c'était un souhait de plusieurs personnes. Hein. Depuis le début de la campagne, j'ai des personnes qui me disent vous auriez dû faire une alliance, etc. Euh, pour moi, c'est pas concevable dans cette circonscription, dans le sens où, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une circonscription qui est ancrée à droite, où la droite a fait le double de son score national aux européennes, où on a une mairie qui est de droite. Donc déjà, je pense que par fidélité aux convictions et puis par respect aux électeurs qui ont quand même voté à droite aux dernières élections, donc il y a nécessité d'avoir un candidat de droite. Et qu'en fait, c'est aussi une circonscription qui n'a pas de risque de rassemblement national. C'est vrai, c'est vrai. Donc le premier tour va permettre de faire, je pense, l'arbitrage par les urnes. Et je pars du principe que, en fait, c'est pas mathématique, c'est pas parce qu'on fait une liste commune au premier tour qu'on agglomère les forces. Au contraire, je pense qu'on en perd, on n'arrive à pas rassembler les, les citoyens. Moi, je crois beaucoup, quand je me suis engagé, je crois beaucoup au clivage droite-gauche. C'est mon gros problème avec Emmanuel Macron depuis 2017, Mais c'est en qu'il même a, temps, en même temps, ouais, il a cassé quelque chose qui avait beaucoup de défauts, mais qui fonctionnait néanmoins, le clivage droite-gauche. Aujourd'hui, on voit bien, les personnes, elles sont perdues, elles n'arrivent pas à se rattacher. Et au final, pour quelqu'un qui devait faire baisser les extrêmes, il les a fait c'est quand même- ouais. arriver aux portes du pouvoir. Et ça, pour moi, je pense que c'est une des plus grosses fautes d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir cassé justement
cet échiquier politique sans proposer autre chose derrière. Parce que dire, bah voilà, on est une ligne droite, une ligne gauche, ça va un temps, mais sur la durée, on se rend compte que les Républicains, depuis 7 ans, ils tirent la sonnette d'alarme en disant ça va mal finir. Et le 9 juin, à mon sens, ça a mal fini avec cette dissolution qui a beaucoup choqué. Et moi, depuis 15 jours, je croise beaucoup de personnes qui ont pu faire confiance à Emmanuel Macron depuis 2017 et qui, cette fois, ne veulent plus lui donner un blanc-seing. Ils pensent que c'est le coup de trop, le côté impulsif comme ça. Les macronistes qui restent aujourd'hui, c'est plutôt des gens de droite à la base, puisque les autres ont pu voter Glucksmann. Et ces électeurs-là, ils n'aiment pas quand il y a un peu le bazar. Oui. Donc le macronisme, c'est fini. Le macronisme, c'est fini dans le sens où on le voit bien. Par exemple, Madame Brunière ne fait plus campagne avec la tête d'Emmanuel Macron parce que c'est plus bankable. Elle met Gabriel Attal en espérant que ça va la sauver. Oui, je veux dire, il a été enterré déjà par ses alliés. Édouard Philippe qui fait une annonce en disant voilà, que c'était une erreur cette dissolution. Je veux dire, il avait tué la majorité. Il est seul. Il est seul aujourd'hui, Emmanuel Macron. Et ouais, je trouve que c'est un peu triste parce que moi, j'y ai jamais cru, mais j'ai de la peine pour des personnes qui se sont engagées derrière lui de manière très sincère depuis 2017. Même j'ai des amis, des personnes qui étaient LR, à UMP à l'époque, qui sont partis chez Macron et qui ont cru à ce discours très 5e République. Ça veut dire voilà un homme, un pays. Et en fait, on voit qu'aujourd'hui, il n'a pas cette sensibilité française des institutions. L'Assemblée nationale, il ne l'a jamais respectée avec le 49-3, avec des députés Macron qui n'étaient pas du tout rodés pour ce poste-là. Et aujourd'hui, on se rend compte, pour vous donner un exemple, la dissolution, il l'a faite à 20h45. Moi, j'étais en plein dépouillement comme tous les bureaux des métropoles. Les résultats définitifs n'étaient pas connus. Donc déjà, il a pris une décision alors que les résultats définitifs n'étaient pas connus. Et avec des personnes qui tenaient des bureaux. Alors aujourd'hui, c'est devenu un vrai problème et je vous félicite de vous intéresser encore à la vie politique parce qu'il y a beaucoup plus de mal aujourd'hui de trouver des personnes qui tiennent des bureaux de vote, qui veulent être scrutateurs. Et ces personnes-là, elles avaient commencé à 7h30, elles étaient là. Je trouve que c'est un manque de respect total, quoi. Je pense que quelqu'un qui est élu, qui a déjà tenu des bureaux de vote, il s'amuse pas à faire une déclaration à 20h45, quoi. Qu'un certain mépris des institutions, un peu. Oui, c'est mépris ou méconnaissance parce qu'il a pas l'habitude de ça. Lui, il a connu les ministères, il a connu il a connu Paris, mais il n'a pas connu le terrain. J'ai jamais vu Emmanuel Macron dans une photo de campagne où, à part serrer des paluches, je l'ai jamais vu avec des tracts, quoi. Pour moi, c'est une base en fait. Moi, j'ai fait moi, c'est un cursus autonome. Je suis élu depuis 4 ans. J'ai 10 ans de militantisme derrière et le militantisme, ça permet aussi d'avoir un peu d'humilité quand on devient élu, à connaître un peu les institutions, à savoir comment ça marche, avoir les forces en présence. Je sais pas, c'est fondamental, quoi. D'accord, très bien. Vous me dites si je suis trop long des fois. Non, c'est bien. Édouard Philippe a dit par ailleurs qu'il appelait à un grand rassemblement du camp républicain, que ce soit au premier ou au second tour, ou même après les élections. On sait que c'est possible, c'est même probable qu'il n'y ait pas de majorité absolue. Et donc, dans ce cas, on se demande si Édouard Philippe acte une scission avec Emmanuel Macron, est-ce que les républicains pourraient le suivre? Est-ce qu'il pourrait y avoir une vraie alliance, et on y reviendra après, et pas juste se vendre, mais une alliance avec où les républicains auraient leur mot à dire dans un gouvernement de coalition? Je pense que les républicains, alors, ça peut s'appeler les républicains, ça peut s'appeler autre chose. Sur le terrain, je croise des personnes qui disent la droite, vous êtes morts, tout ça et tout. Et oui, peut-être que les républicains en tant que tels sont à renouveler, à réinventer après ces élections, mais la droite vivra toujours. Elle n'a jamais d'ailleurs été aussi forte, la droite. Et la droite, c'est 200 ans d'histoire. C'est-à-dire que la République s'est faite avec la droite et avec la gauche. Et dire que la droite est morte, c'est comme si on disait qu'en gros la République était morte. Vous comptez Marine Le Pen dans la droite?
Mais Marine Le Pen, en fait, il y a des électeurs, moi du coup, depuis 15 jours, j'en croise, des personnes qui ont voté Rassemblement National, qui sont des électeurs, Oui, les Républicains. C'est juste qu'il y a eu un côté ras-le-bol, le fait que, on le voit aujourd'hui, niveau économique, et c'est pour ça, peut-être j'anticipe une de vos questions sur Éric Ciotti. Éric Ciotti se retrouve aujourd'hui avec des personnes qui ne parlent pas le même programme économique. ouais, Sur les retraites, sur l'économie en général. Aujourd'hui, les Républicains sont les seuls, moi en tout cas c'est le but de ma candidature, c'est de porter une droite libérale. Pas ultra-libérale, hein. L'idée c'est pas de faire du Margaret Thatcher, mais parler d'entreprise. Aujourd'hui, regardez le débat politique, plus personne parle d'économie, plus personne parle de fiscalité, plus personne parle justement moi d'immobilier. Macron, il parle pas d'immobilier depuis 7 ans, alors que c'est un secteur qui est en crise, qui permettrait de donner justement de l'attractivité. Les gens n'arrivent pas à se loger. Donc il y a tous les gros sujets qui sont à revoir, qui permettraient de recréer de l'unité. Et aujourd'hui, que ça soit le Front de gauche, le RN ou les macronistes, en fait, ils sortent le carnet de chèques, ils continuent d'aggraver la dette, ils font des cadeaux électoraux, et derrière, petit à petit, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse le déficit. Et en fait, on va dans le mur, parce que Macron, en fait, il pensait que tout pouvait aller, parce que il part du principe que quand l'économie peut marcher, ça calme les tensions sociales. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'argent dans les caisses, les services publics sont dans un état catastrophique. Et vous lui reprochez ça, le quoi qu'il en coûte par exemple? oui, le quoi qu'il en coûte, ça a aidé des secteurs. Il y a plein de secteurs. Moi, typiquement, j'ai pas reçu 1 euro d'Emmanuel Macron. Il y a plein de gens autour de moi qui ont reçu 0 euro d'Emmanuel Macron sur le quoi qu'il en coûte. Euh, et le quoi qu'il en coûte, c'est toujours. Alors, il y avait une partie, c'était nécessaire, je ne vais pas remettre en cause, mais typiquement, l'argument d'Anne Bonniera dans les débats, c'est de me dire oui, mais nous, on a eu le Covid à gérer et la crise en Ukraine. D'accord, je crois que le Covid, il y a plein de pays qui ont eu à gérer le Covid, qui ont eu à gérer la crise en Ukraine, et c'est pas pour ça qu'aujourd'hui, ils sont en déficit plus, 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 Oui, plus. Donc, c'est toujours la facilité, c'est simple. Et puis, Emmanuel Macron, c'est toujours. Là, c'est de revenir. Il y a un mois, il n'y avait plus d'argent. Et là, il revient encore avec les primes Macron, les chèques énergie, les choses comme oui, ça. Moi, qu'est-ce que me disent que simplement mes amis, des gens qui ont mon âge, qui sont aujourd'hui dans l'âge d'acheter, me disent en fait, nous, les primes, ça ne nous intéresse pas parce qu'en fait, elles ne rentrent pas en compte dans le calcul des prêts immobiliers pour acheter. C'est-à-dire que ce que les banques, elles regardent, c'est le salaire, c'est pas les primes. Donc, on peut pas garder les citoyens à chaque fois sous des sortes de perfusion du bon vouloir des entreprises et des dirigeants. Et c'est ça qu'il a pas compris. Il a très eu peu d'activités professionnelles, en fait, Emmanuel Macron aussi. Hein. Il a été chez Rothschild. Bon, Rothschild, c'est une très belle entreprise, une très belle société, mais derrière, c'est pas non plus représentatif de la France. et donc quand on regarde les programmes des trois blocs principaux de la gauche, du centre et du Rassemblement national, euh, vous trouvez qu'il y a une espèce de surenchère de promesses, que Hmm. c'est un peu Noël, et Ouais, que c'est sûr. finalement les Français vont se rendre compte le 7 juillet que soit qu'on va vraiment creuser le déficit en du coup en actant le programme et en faisant vraiment ce qu'on avait promis, soit en ne faisant rien et donc en décevant les électeurs. Et vous vous, vous situez un peu donc plus libéral, vous l'avez dit, vous êtes Hmm. plus libéral, mais donc vous n'avez pas peur que de ne rien promettre finalement. Alors, vous reviendrez peut-être après sur votre promesse économique, mais vous n'avez pas peur qu'en ne promettant pas assez, les Français ne vous fassent pas confiance. Moi, ce que je constate, c'est que depuis le 9 juin, mais même un peu avant, quand même, il faut le reconnaître, parce qu'avec la candidature de François-Xavier Bellamy, il y a quand même eu un certain nombre de sujets qui ont été posés sur le point de vue économique, sur le point de vue énergétique. Euh, En fait, la droite, elle a toujours eu un discours, à mon sens, de responsabilité financière. Alors après, Ouais. voilà, il n'y a pas non plus du bon dans le bilan de la droite, mais moi, quand il y a des personnes qui me parlent du bilan de la droite, j'ai envie de dire, ça fait depuis 12 ans qu'on n'est plus au pouvoir. Donc, je veux bien qu'on nous fasse porter aussi toutes les misères actuelles, mais c'était il y a 12 ans. Je pense que les Français vivaient mieux à l'époque de Nicolas Sarkozy qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas ce même stress
sociale, économique, sécuritaire. Et je pense qu'on gagne pas. Mais en fait, le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, il a fait beaucoup de promesses en 2017, quand François Fillon n'en faisait aucune. François Fillon, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Moi, j'ai été filloniste, mais jusqu'au bout des ongles. J'étais très déçu pour tout ce qu'on sait en termes d'affaires, etc. Et tout, mais néanmoins, je suis allé à fond. J'ai voté évidemment pour lui au premier tour et tout ça. Parce que je pense qu'il faut faire toujours la distinction entre ce qu'un homme politique peut vous apporter pour un pays et puis ses fautes en tant qu'homme. Et moi, je pars du principe que François Fillon, il aurait fait un excellent Premier ministre, un excellent président de la République. Il a été d'ailleurs un très bon Premier ministre. Et qu'après, la justice, elle fait son boulot, et s'il doit aller en tôle après son mandat, il va en tôle après son mandat. Mais je pense qu'on ne peut pas se priver de quelqu'un qui a toujours eu une honnêteté intellectuelle. Il faut se rappeler qu'en 2012, c'était le seul qui a dit qu'il était à la tête d'un État en faillite. Il a tenu un discours pour le coup de rigueur qui n'était pas non plus très vendeuse en 2017. Malgré les sauts de merde qui s'est pris pendant 3 mois avec ses affaires, il a quand même fait 20%. Donc ça montre qu'il y avait quand même des personnes qui voulaient avoir ce discours de fermeté, de rigueur budgétaire, voilà, un cap, la volonté de faire. C'est comme ça qu'il avait fait, je crois, son affiche de campagne. Et je pense qu'on gagne. Il faut arrêter de prendre les Français pour des gens qui sont là, gaga, qui pensent qu'on peut les acheter avec des promesses électorales. Typiquement, la promesse électorale de Macron, c'était la fin de la taxe d'habitation. Tous les Français ont arrêté de la payer l'année dernière. Donc, il a fallu attendre 7 ans pour que la promesse soit exécutée. Ça fait un peu long. Et en plus, elle pose plein de problèmes, cette suppression de taxe d'habitation. Moi, je le vois à la ville en tant que conseiller municipal. C'était un impôt qui, pour le coup, était compris des personnes, parce qu'ils savaient que ça permettait de faire fonctionner leur ville. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les mairies n'ayant plus d'argent, taxe d'habitation, finalement, il y a des majorations en taxes foncières, augmentation de taxes foncières, et on va chercher l'argent ailleurs. Et donc, ça se rajoute sur les propriétaires, notamment, qui se retrouvent à avoir encore plus de fiscalité. Donc, quand je parlais tout à l'heure de libéralisme, le libéralisme, moi, je crois beaucoup à la liberté individuelle. C'est-à-dire que la liberté d'entreprendre, typiquement, une des mesures phares qu'avait fait Nicolas Sarkozy, qui aujourd'hui fonctionne beaucoup, c'est par exemple tout ce qui est micro-entreprise. Il y a plein de jeunes qui peuvent commencer à se lancer avec une micro-entreprise, pouvoir se lancer sans avoir peur d'être taxé au début. C'est la liberté aussi de propriété. Moi, je ne crois pas à la confiscation. Et puis les entreprises, qu'est-ce qu'elles me disent, moi, depuis 15 jours que je fais le tour des commerces et tout ça, c'est qu'ils ont envie de faire leur activité principale. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font, les entreprises, les commerces et tout? C'est de l'administratif, de la paperasse, comme les médecins d'ailleurs. Et l'autre moitié, c'est de sécuriser leur vitrine parce qu'il y a une manif toutes les semaines où ils se retrouvent à mettre des panneaux qui leur coûtent entre 600 et 800 euros pour protéger une vitrine qui risque d'être cassée avec une assurance derrière, des franchises et tout. Donc, voilà, après, je m'arrête là parce que ça pourrait être plus long. Oh, très bien, mais c'est bien que vous développiez. On va aborder les sujets qui fâchent. Le 11 juin 2024, le président des Républicains, donc, Éric Ciotti, annonce une alliance avec le Rassemblement national, apparemment sans avoir concerté les cadres du parti. Donc tout de suite, levée de bouclier chez les cadres. On a vu, je ne vais pas tous les citer, mais Valérie Pécresse, François-Xavier Bellamy, Anne Genevard, voilà, Bruno Retailleau, oui, c'est ça, Valérie Pécresse. Et donc, sans rembobiner tout le fil des événements, est-ce que vous estimez que cet épisode fragilise les Républicains, l'image du parti? C'est pas une belle image. Après, bon, chez les Républicains, on en a connu d'autres, des images Copé-Fillon. Je me souviens, c'était le début vraiment de l'essor de BFM et tout ça. Ils ont tourné en bouche, je crois, quasiment 3 semaines avec cette histoire-là. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'a pas une grande conséquence. Moi, je me rends compte que le message, il a été très très clair des Républicains. C'est-à-dire qu'Éric Ciotti s'est quand même isolé tout seul. Il a fait ça en effet sans concertation. Et je pense que Nicolas Sarkozy a très très bien résumé la situation dans son entretien au JDD. Et je partage totalement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un supplétif d'un parti. Ça veut dire que
la droite républicaine, elle peut faire un score minable, ça restera la droite. Pour les raisons que je vous disais tout à l'heure, c'est que il y a des histoires de parti, mais derrière, il y a ce que l'on porte en termes de conviction, en termes de valeurs, La qui retraite, par exemple. dépasse la retraite, qui dépasse Éric Ciotti Ouais. et les autres. Je pense qu'il faut garder les grandes figures de la droite, sans vous faire le coup de Gaulle, etc. Les grandes figures, Pompidou, Simone Veil, Jacques Chirac, Chaban Delmas, Valéry Giscard d'Estaing, c'est des personnes qui ont quand même, pour la famille du centre et de la droite, ont apporté des, des, choses qui ont changé la vie des Français. Hier, j'étais à un débat où on parlait justement d'Éric Ciotti en disant les Républicains, c'est une image désastreuse d'Éric Ciotti. Je rappelle juste que moi, je me suis engagé en partie à l'UMP à l'époque en 2010, c'est parce qu'il y avait des figures tutélaires comme ça, comme Simone Veil, qui n'avaient pas que pas qu'une carrière politique. C'est des personnes qui avaient un ancrage de personnes. On prend par exemple, moi qui suis à fond sur les questions de culture, un type comme Malraux, c'est pas rien, quoi. Je veux dire, et je regrette justement l'appauvrissement de la classe politique. On le voit à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, et ça c'est mon grand reproche de LFI, c'est qu'ils ont rendu l'Assemblée nationale, c'est un cirque, quoi. Ouais. Et moi qui ai eu la chance de faire sur des temps partiels de la collaboration parlementaire à l'Assemblée et au Sénat, entre 2012 et 2019, c'était quand même autre chose, quoi. Je veux dire, il y avait encore quand même quelques Il y avait déjà tribuns. des insoumis, quand même. Il y avait déjà des insoumis, mais c'était des insoumis. Vous n'aviez pas les boyards, Ouais. les panneaux, tout ça, qui en plus ont le. Moi, je suis diplômé en histoire. Ma formation universitaire, c'est en histoire. Et de voir qu'ils se comparent à des Léon Blum, je me Ouais. dis, mais qui sont ces gens, quoi? C'est hallucinant, quoi. Moi, ça me choque, en fait. Et je pense que ça choque beaucoup de gens, en tout cas ceux qui connaissent un peu l'histoire, de se dire que ces personnes-là, qui n'ont aucune colonne vertébrale, qui n'ont aucun discours, qui en tout ça se comparent à des gens qui, pareil, ont eu des parcours de vie. Moi, je sais pas, ça me choque, quoi. Vous estimez aujourd'hui que la France insoumise, et donc le nouveau Front populaire, est dangereuse pour la démocratie? Je pense que la gauche, une partie de la gauche, parce que toute la gauche n'est pas rentrée dans le jeu, euh, comment dire, ils ont pactisé avec un parti qui depuis 2022 est en roue libre. Et Ouais. depuis le 7 octobre, qui est complètement en roue libre. Sur des questions par rapport à l'antisémitisme, par rapport à l'homophobie, par rapport aux policiers, on ne peut pas tenir des propos comme ça. Je pense que la gauche aurait peut-être fait, on va le voir, hein, il va certainement y avoir, ils vont faire un très bon score là-dessus, il n'y a pas de sujet, mais je pense qu'ils auraient pu faire aussi bien, voire mieux, si la gauche s'était réunie sans LFI. Ouais. Typiquement, quelqu'un comme Raphaël Glucksmann, que j'ai trouvé très bien dans cette campagne des Européennes, on disait souvent d'ailleurs qu'il y avait un pendant, c'est-à-dire que Glucksmann et Bellamy arrivaient à refaire un clivage droite-gauche de qualité, de gens respectueux, Républicain, ouais. républicains, qui se parlent, qui font avancer les débats, qui font tout ça. Et Glucksmann, pour moi, il a perdu sa dignité d'homme, quoi. On se fait traiter de sale juif et après on va, je sais Ouais. pas. Là aussi, je comprends pas en fait ces personnes qui, Je pense d'ailleurs, que... il y a plein de critiques. Là, on le voit, ça passe dans les émissions de télé et tout, les Ouais, ouais. critiques qu'il a où on dit voilà, soyez maudits, grâce à ça et tout. Et moi, justement, dans ma profession de foi, je m'adresse aussi aux personnes de gauche qui ne se reconnaissent pas dans cette alliance. Parce que je sais qu'il y a une gauche, on prend par exemple quelqu'un comme Bernard Cazeneuve, qui n'a jamais accepté quoi que ce soit avec LFI. C'est une gauche qui a des valeurs communes fondamentales de la République. Et ces personnes-là, aujourd'hui,
Moi, j'ai eu des personnes justement sur, pas plus tard qu'hier sur un marché. Personne ne vient me voir. Je pense que c'est un des meilleurs témoignages que j'ai eu de cette campagne. Il vient me voir et qui dit je suis de gauche, mais merci de m'offrir une alternative aux trois blocs que sont Front de gauche, Macron et RN. Et c'est un peu le but aussi de ma candidature, et c'est pour ça que, vous voyez, ça répond aussi pourquoi pas d'alliance, parce qu'il y a des électeurs, je suis navré, mais qui ne se retrouvent pas dans ces trois blocs et qui attendent d'autres choses, qui attendent une proposition, et c'est le but d'un premier tour. Sinon, on fait qu'un tour, et puis... Oui, oui. Donc voilà. des orphelins Il y a plein ceux d'orphelins. ceux qui ont voté par exemple Glucksmann, qui ne voudraient pas voter Macron pour plein de raisons, peut-être aussi pour son caractère, qui pourraient être séduits par votre candidature, par exemple. J'espère. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui est à l'écoute, qui aime les échanges, qui est très respectueux des valeurs fondamentales. Moi, par exemple, j'ai fait toute une partie de ma profession de foi avec notamment tout un paragraphe sur le recto, sur le côté indivisible. C'est-à-dire que je pense que, vous savez, on dit une France une et Oui. indivisible. Pour moi, il faut revenir aux valeurs fondamentales de la République pour redresser le pays dans lequel on est aujourd'hui. Et en slogan, j'ai mis la France forte, la France unie, qui sont à la fois la France forte de Nicolas Sarkozy qui avait utilisé ce slogan, et puis la France unie qui était Mitterrand. Parce que je pars du principe que la France ne peut être forte que si elle est unie. Et aujourd'hui, alors, je vais rien apprendre à personne, elle est tout sauf unie. Ouais. Mais il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas redresser un pays si on reste chacun dans son coin. Et mon grand reproche d'Emmanuel Macron, mais aussi de la gauche qui adore faire ça, c'est les communautés. C'est de dire, moi, un des discours que j'ai détesté d'Emmanuel Macron, que François Hollande avait fait avant, c'est de dire les Comoriens, les Algériens, les Tunisiens. Non, il y a des Français et il y a le mot de nation. Et en fait, je sais même plus la dernière fois que j'ai entendu le mot nation dans la bouche d'un politique. Plus personne ne parle de nation. Tout le monde est là à vouloir défendre sa communauté et tout. La gauche est dans du communautarisme à 200%. Finalement, sur ces questions, c'est l'extrême droite qui en parle peut-être le plus. Sur les communautés sur les communautés, mais aussi sur le patriotisme, sur la nation unie. Bon, peut-être pas avec tout le monde, donc, mais... Ouais. Et c'est là-dessus où ils ont arrivé à faire un jeu plutôt fin et malin. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, on regarde l'Assemblée, on ne peut pas leur reprocher grand-chose dans l'hémicycle. Ils étaient calmes. Et c'est là où ils ont pu montrer qu'ils arrivaient à s'installer et tout ça. Et donc là, maintenant, qu'ils sont à deux doigts peut-être d'arriver au pouvoir, quand on gratte le vernis, on se rend compte que... Aujourd'hui, il dit que les binationaux... Il y a d'autres petites... il y a plusieurs choses qui ne vont pas, quoi. Il disait aujourd'hui que les binationaux ne pourraient pas exercer des postes stratégiques s'il était Premier ministre. Et d'ailleurs, ça m'amène à une autre question. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire une équivalence entre l'extrême gauche, si on peut la qualifier telle LFI, donc, et le Front populaire, et le Rassemblement national? Donc, je pense que dans votre circonscription, c'est hors de propos, mais si ça devait arriver dans un scénario hypothétique, est-ce que vous seriez plutôt enclin à voter au second tour, donc pour le Front populaire ou pour l'alliance Ciotti-RN? Alors, je pense que ça peut jouer en fonction du candidat. Mais pour moi, je pense que j'irai sur un vote blanc. Parce que, en fait, je trouve que ce sont des... Et d'ailleurs, c'est ce qui va certainement se passer, c'est ce qui, en dehors, en effet, de la candidature et tout ça, me stresse, c'est la violence qu'il va y avoir après ces scrutins. Ouais. Parce que j'ai peur que, de toute façon, dans les deux camps, ils ne reconnaissent pas le scrutin, le résultat des urnes. Et derrière, il va y avoir de la violence. Et ça, c'est ce qui inquiète les gens. En fait. Comment empêcher ça? La violence? Comment empêcher que certains ne reconnaissent pas les scrutins? Comment ça, c'est difficile. Ça veut dire que moi, ce qui m'inquiète typiquement, parce
par rapport à votre question, par exemple, ce qui m'inquiète sur la France insoumise, c'est le côté qu'ils sont anti-police. Sauf qu'on sait que c'est la police, la gendarmerie et l'armée qui pourront, en cas de débordement, calmer les choses. Ouais. Et donc, un parti qui considère avec des pancartes du genre, voilà, la police tue et tout ça, moi, ça m'inquiète en tant que citoyen, tout simplement, parce que je me dis, bah, si c'est pas la police qui me protège, c'est qui va me protéger? C'est les milices. C'est vrai que historiquement, c'est vrai qu'on peut plus se dire qu'en effet, les milices, on pense tout de suite, en effet, plutôt à l'extrême droite dans les années 30 et tout ça. Donc, il y a une violence historique qui a pu être faite avec l'extrême droite. La question, c'est est-ce qu'elle peut se réveiller, etc. Et on le voit, un peu quand même. Ah ben on le voit typiquement à Lyon. À Lyon, il y a toujours, bah, où on est, hein, dans le Lyon, où il y a cette violence, où les deux blocs à chaque fois se rencontrent et ça se termine en drame. Et ça, de toute façon, je sais que dimanche et le 7, ça va se cacher. Et moi, voilà, moi, ce qui me fait peur dans les deux camps, c'est cette violence qui peut soit être manifestée, soit silencieuse, mais qui peut se réveiller à tout instant. Et après, il y a toujours ceux qui disent faire barrage, et en fait, ils excitent les extrêmes. Typiquement, moi, dans ma circonscription, qui n'est pas concernée par l'extrême droite, ni par l'extrême gauche, puisque c'est le PS qui. Ouais, mais bon, elle est quand même alliée. Oui, elle est quand même alliée. Et elle fait à fond bataille, si vous voulez, sur le barrage à l'extrême droite dans la circo. On sait que ça risque rien, mais pourquoi on fait ça? On fait ça parce que le but, c'est de faire monter les électeurs RN se mobilisent pour accéder au deuxième tour et pour pouvoir ensuite passer crème en disant bah voilà, j'ai fait barrage et ça se termine à 70-30 dans les urnes. Donc, ce qu'il il faut pas se leurrer, c'est que les deux extrêmes se nourrissent l'un de l'autre pour exister et pour faire eux-mêmes leurs élus. Et aujourd'hui, on est pris en otage avec tout ça, avec ce côté hystérique. C'est dur de. Moi, je le vois, c'est dur d'arriver à poser un débat, d'avoir un débat construit. Là, vous dressez un portrait assez pessimiste de ce que devient notre pays. Est-ce que vous pensez qu'il y a un peu d'espoir? Est-ce que vous pensez que vous pouvez incarner cet espoir, vous, dans votre circonscription, mais la droite, une droite qui pourrait renaître de ses cendres dans le futur, dans un futur assez proche? Alors, est-ce que vous pouvez juste redire juste la fin? Est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir à droite pour euh, réincarner une forme d'autorité face à la violence, de fermeté et en même temps apaiser les troupes du pays? Ça, c'est même pas une option, c'est que c'est fondamental. Et je pense que ça va pas être simple, mais ça ne peut marcher que si on remet en place un respect des institutions. C'est-à-dire que tant qu'on aura des manifs où on dit que la police tue, qu'on caillasse des pompiers. Moi, par le biais de la ville, en fait, je suis en contact avec justement les pompiers sur les interventions, sur les visites de sécurité et tout, et qui me disent qu'en fait, aujourd'hui, voilà, ils sont là pour aider les personnes, et en fait, ils se font caillasser, ils tombent dans des guet-apens. Dans les hôpitaux, les gens sont insultés. Ça, c'est la base, en fait. C'est-à-dire qu'il faut revenir parce que ça, en fait, ça ne puisse même pas venir à l'esprit des gens. De mal parler aux profs, de mal parler à des infirmiers, à des infirmières, qu'on parle mal et qu'on caillasse des policiers, des pompiers. Je veux dire, c'est. Voilà. Moi, j'ai grandi, si vous voulez, dans une école où en fait, il n'y avait rien de tout ça, quoi. Par exemple, la laïcité. Aujourd'hui, la laïcité, elle est mise à mal. Elle est mise à mal, la laïcité, aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des écoles où en fait on peut plus aborder un certain nombre de sujets, et ça non plus, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut remettre de l'autorité dans les écoles. Mais pour ça, il faut que
comment dire, les directions des écoles, des collèges, des lycées soient soutenues par leurs administrations et qu'on soit ferme par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a des thèmes, il y a des livres, il y a des sujets qu'on n'évoque plus parce que tout simplement on a peur de se prendre un coup de couteau quand on est prof. Parce que, alors ça peut être un coup de couteau de manière comme ça s'est passé avec Samuel Paty, mais ça peut être aussi tout simplement des menaces de mort. Je veux dire, il n'y a pas besoin de se prendre un coup de couteau pour être déstabilisé. Hein. Je veux dire, vous avez plein de professeurs qui reçoivent des menaces de mort. Moi, j'aimerais pas recevoir une menace de mort parce que psychologiquement, c'est quand même Oui, oui. c'est dur, quoi. Surtout quand vous faites juste votre métier, quoi. D'accord. Eh ben, on est un peu pris par le temps. Ouais. Donc, je veux vous remercier. Merci, Merci beaucoup. merci Romain Billard. Merci.